commencer une petite introduction sur Pando pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, Pando est une société conseil en mode éco-responsable. Nous accompagnons les professionnels de la mode dans leur démarche de RSE, donc RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. Nous accompagnons des marques, des fabricants et des détaillants, du mass market au luxe, à travers différentes prestations, comme par exemple du diagnostic RSE, de la formation, de la stratégie RSE, du bilan carbone, etc. Nous sommes 6 personnes aujourd'hui chez Pando, dont 3 consultants experts de la mode et de la RSE. Cette présentation, donc, elle va se dérouler sur 4 chapitres. Le premier, donc je vais un peu contextualiser la RSE. Alors c'est une partie que je vais sur laquelle je vais aller assez rapidement pour me concentrer sur la deuxième partie qui concerne donc le retour d'expérience que j'aimerais vous faire sur les différentes actions RSE qu'on a pu constater nous ces dernières années dans nos accompagnements. Et on fera une conclusion et une partie questions-réponses comme je vous le disais tout à l'heure. Donc sur la partie RSE, alors la première chose, c'est que la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, ce n'est pas quelque chose de récent. Ce n'est pas non plus quelque chose qui n'est pas cadré, qui flotte dans l'air. La RSE, elle est liée à 2 référentiels internationaux. Le premier étant les ODD, donc les objectifs de développement durable, qui ont été fixés par l'Organisation des Nations Unies en 2015 et qui ont donc des objectifs fixés à horizon de 2030. ODD font suite aux objectifs du millénaire, qui, eux, datent de 2000 et qui étaient fixés à horizon de 2015. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Autre référentiel important pour la RSE, c'est la norme ISO 26000. Donc, cette norme, elle date de 2010 et elle permet de cadrer la RSE et surtout, elle apporte une méthodologie. Donc, on voit qu'effectivement, la RSE, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas cadré, ce n'est pas non plus un effet de mode, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps, qui est ancré et qui est ancré au niveau international. Quand on regarde l'ISO 26000 et qu'on veut justement avoir une meilleure compréhension de la RSE, l'ISO 26000 dit qu'il y a 2 notions fondamentales qui sont au cœur de la RSE. C'est déjà la première, c'est d'identifier et de répondre aux attentes de ces parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont toutes personnes physiques et morales qui vont être impactées par les décisions de votre entreprise. Plus précisément, sont des parties prenantes vos collaborateurs, sont des parties prenantes vos fournisseurs, vos prestataires de services, vos consommateurs, consommatrices, vos clients, les différentes ONG et associations qui vont vous entourer, la société en général, la collectivité, la planète est une partie prenante puisque la planète est impactée par ce que vous faites, les générations futures. Donc tout ça, ce sont les parties prenantes de l'organisation. Deuxième notion fondamentale au cœur de l'ISO 26000, c'est la notion d'identification de ces impacts et de ces décisions et activités au regard des questions centrales de la norme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des questions centrales de la norme. Pour autant, quand on va vouloir identifier ces impacts, l'idée étant évidemment de pouvoir les réduire, notamment quand on parle évidemment des impacts négatifs. Donc, on ne rentre pas dans le détail des questions centrales de la norme. Pour autant, gardez en tête cette notion des piliers de la RSE. Ça donne vraiment la vision transverse de ce qu'est la RSE. La vision 360 de la RSE. Donc, on a le pilier social, c'est donc votre entreprise et son interne, votre entreprise et ses collaborateurs. Donc, quand on est sur le pilier social, on parle de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, de dialogue social, de rémunération, etc. Le pilier sociétal, c'est votre entreprise et son écosystème externe. Donc là, on va parler chaîne d'approvisionnement, prestataires, on va parler consommateurs, on va parler ONG, associations, collectivités. Le pilier économique, on va parler modèle d'affaires d'entreprise. Donc, quelle est la viabilité, quel est le modèle d'affaires de votre entreprise et quelle est sa viabilité économique. Et le dernier pilier étant le pilier écologique, qui est donc votre entreprise vis-à-vis de la planète et des différents impacts environnementaux qu'elle peut avoir. Donc, on regarde effectivement nos 4 piliers pour réduire nos impacts. Donc, on a bien la volonté de réduire nos impacts et on va chercher aussi en termes de RSE, de façon tout à fait pragmatique, d'identifier les risques que nous avons
pour évidemment les éviter, voire ou les maîtriser. Donc, je ne rentre pas dans le détail des risques, je vous laisse prendre connaissance du slide à l'écran. Mais voilà, on est dans cette recherche pragmatique des choses et donc on identifie les risques. Ce qui m'amène donc à revoir un petit peu, donc à vous donner une autre vision de ces 4 piliers de la RSE. Donc on a bien le pilier économique parce qu'une entreprise, c'est à but lucratif, donc elle doit être viable économiquement. Ceci étant dit, elle doit fonctionner dans une équité sociale. L'entreprise, elle n'a pas d'existence sans ressources humaines. Donc, les ressources humaines motivées dans un projet d'entreprise, c'est extrêmement important pour donner vie à l'entreprise. L'entreprise n'est pas seule, hein, elle vit dans une interaction avec un monde qui l'entoure, un écosystème qui lui est propre, c'est ce qu'on a dans le pilier sociétal. Donc voilà, l'entreprise, elle a cette interaction avec son écosystème. Et enfin, le dernier pilier qui englobe le tout, qui est le pilier environnemental. On vit dans un monde fini. Hein, les ressources planétaires ne sont pas... On a cru pendant des années qu'on avait des ressources infinies. Ce n'est pas le cas. On est dans un monde fini. Donc sans ressources, j'entends ressources des matières, de l'énergie, entre autres. Donc sans ressources, on ne peut rien faire. Donc on a vraiment ce pilier environnemental qui englobe le tout, qui est au-dessus. Ce sont donc les 4 piliers de la RSE avec à remettre en perspective du développement durable. Donc la RSE, ça concerne bien les entreprises et la RSE est au service du développement durable qui lui, est plus au niveau de la société avec un grand S, hein, donc vraiment toute la planète, la société en général. Alors, sur donc le retour d'expérience que j'aimerais vous faire sur les actions RSE menées dans la mode. Alors, où sont nos impacts? Donc, effectivement, on a des impacts qui sont plus ou moins importants selon les différents sujets qu'on va adresser. Et en effet, dans notre industrie, on va pas se mentir, on a quand même 2 éléphants dans la pièce. D'un côté, c'est les impacts environnementaux de nos produits et plus spécifiquement de nos matières. Et de l'autre côté, les impacts sociaux, sociétaux de notre chaîne d'approvisionnement. Qui, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, est mondialisée. Donc, on a vraiment ces deux sujets qui sont extrêmement importants pour nous dans une démarche de RSE. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire par ailleurs, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, par exemple, en interne, en entreprise, d'un point de vue social. Mais on ne peut pas ignorer ces 2 sujets qui sont vraiment prépondérants pour nous. D'autant que c'est là où nous sommes attendus. Le marché nous attend effectivement sur les impacts environnementaux de nos produits et de nos matières et sur les impacts sociaux et sociétaux de notre chaîne d'approvisionnement. Les concurrents se positionnent sur ce sujet. Il y a de plus en plus d'ONG et d'associations également qui ont une voix importante et fort heureusement, et donc qui poussent aussi les entreprises à s'engager et à avoir des démarches de RSE sur ces thématiques. Les distributeurs également, si vous travaillez en B2B, de plus en plus de distributeurs sont en demande, notamment, alors quelques exemples, hein, les Galeries Lafayette avec Go for Good, le Printemps avec Univers Le Beau, le Bon Marché. Bon, voilà, on a pas mal de distributeurs aujourd'hui qui sont en demande sur ces sujets. Les consommateurs également, c'est une demande de fond. J'inclus également dans les consommateurs les salariés et futurs talents que vous souhaiterez embaucher. Et là, effectivement, ils sont en attente aussi d'avoir des entreprises engagées. Et donc, dans la notion de la RSE va avoir un impact fortement positif sur votre marque employeur et votre attractivité. Et enfin, la législation également évolue beaucoup dans ce sens. Alors, la législation en France, mais pas que. Également en Europe, on voit aussi la législation qui évolue, notamment par exemple aux États-Unis ou en Chine. Alors, plus spécifiquement, sur la partie France et Europe, assez rapidement sur cette partie-là, les quelques lois qui sont passées récemment ou qui vont arriver. On a effectivement sur la partie donc, impact environnemental de nos produits et de nos matières,
on a notamment l'affichage environnemental qui va arriver à horizon 2024-2025 au niveau européen. Et là, le législateur attend que les marques inscrivent sur leurs produits ce qu'on appelle un ABI-score. Donc en gros, c'est comme ce qu'on a sur nos produits alimentaires aujourd'hui, avec une note ABCDE selon l'impact plus ou moins important de notre produit. Donc là, on est vraiment sur notre démarche, justement, sur notre sujet pilier environnemental, produits, matières. L'article 13 également, où on doit informer le consommateur sur la recyclabilité du produit, le pourcentage de matières recyclées à l'intérieur du produit, les substances dangereuses qui peuvent être contenues dans notre produit, et également tout un sujet sur la traçabilité, où là, on doit informer le consommateur du pays d'origine, de la fabrication du produit, tissage, tricotage de la matière, ou teinture et impression. Là, on voit qu'on a nos deux sujets dont je vous parlais initialement, impact environnemental, produit, matière, impact social, sociétal sur la chaîne d'appro, on est en plein dedans. Le devoir de vigilance qui date de 2017, qui est en train d'être repris au niveau européen avec un champ d'application élargi. CSRD, qui est donc le rapport extra-financier qui va remplacer la NFRD, qui était donc le rapport extra-financier qui concernait que des entreprises cotées. Et là, c'est pareil, la CSRD, elle va avoir un champ d'application élargi, le bilan carbone également. Donc, on voit que la législation, elle évolue et dans ce sens-là, et dans le sens des deux sujets dont je vous ai parlé. C'est là qu'on a nos impacts et c'est là que nous sommes attendus. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend? Donc, premier sujet, impact écologique, donc nos produits et nos matières. Donc, première chose ici, il est extrêmement important d'avoir une connaissance et une compréhension claire et précise de votre business. Ce que je veux dire par là, c'est déjà dans un premier temps, où sont mes grandes masses? Par exemple, vous faites de la femme et de l'enfant, vous avez 80% de votre chiffre qui est sur l'enfant, 20% de votre chiffre qui est sur la femme. Bon, on va aller regarder en priorité, évidemment, l'enfant. Ça, c'est une première chose. Donc, on a une bonne compréhension des grandes masses, mais ce n'est pas suffisant. On va vouloir aussi avoir une compréhension fine des sujets par matière, par catégorie de produits, pour avoir une approche très stratégique qui est et parallèle, qui est l'approche top-down, c'est-à-dire je pars de mes grandes masses et je mets en place une stratégie. Et j'ai aussi une approche bottom-up où je vais partir de mon détail, parce que le diable se niche dans les détails. Et aussi, on peut avoir, par exemple, certaines catégories de produits qui vont être avec des volumes importants. Donc, on va se dire, on va travailler là-dessus en priorité, mais vous pouvez avoir des problématiques. Par exemple, vous ne trouvez pas d'alternative éco-responsable qui vous conviennent en termes de qualité et vous ne voulez pas mettre en péril une catégorie de produits qui est très importante pour vous au niveau de votre chiffre d'affaires. Donc, on va essayer de travailler en compromis et on va donc avoir cette approche à la fois top-down et bottom-up pour être le plus stratégique possible et avoir une démarche qui soit efficace. Donc, ça, c'est une première chose. Mais pour avoir cette démarche stratégique, il faut que vous ayez une compréhension, une connaissance fine de votre business. La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est le fait de prendre position. Quelles sont les matières que vous utilisez ou que vous voulez utiliser demain par exemple, le cuir. Vous utilisez du cuir, très bien. Une fois que vous prenez position là-dessus, après, mettre en place les actions et les processus nécessaires pour faire en sorte que votre filière cuir, elle soit propre, avec des tanneries qui sont certifiées, etc. Que vous allez chercher des peaux qui ne viennent pas de zones qui sont à risque de déforestation, etc. Donc, on prend position de façon à ce que les choses soient claires et surtout qu'on puisse mettre en place les actions qui vont avec. Autre point très important, c'est la notion de formation. Il faut former ses équipes sur les matières, sur les labels, sur différentes choses. Quand on fait ça, on a assisté, nous, dans nos accompagnements, à des discussions très longues en interne, parce que vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas forcément au même niveau de compréhension et de connaissance sur les sujets d'éco-responsabilité et de RSE. On peut avoir des personnes aussi qui ont des partis pris, justement, aussi forts. Donc, il est important à un moment que vous puissiez donc prendre position sur certains sujets et former vos équipes pour que tout le monde soit bien au même niveau de compréhension et surtout que les équipes puissent bien comprendre les compromis qui vont être faits. La notion de RSE, c'est une notion de compromis.
Donc, à un moment donné, vous allez dire, il y a peut-être des choses que je vais accepter ou pas par rapport aux positions que j'ai prises et par rapport aux impacts que je connais et que je vais pouvoir maîtriser ou pas. Donc, la formation des équipes, elle est très importante. On définit des sujets. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis effectivement qu'est-ce qu'une matière éco-responsable, qu'est-ce qu'un produit éco-responsable. Il est très important de pouvoir bien définir les choses, se basant sur des bonnes pratiques du marché. Ça permet d'avoir déjà un guide pour les équipes. Hein, on sait de quoi on parle. Quand on parle d'un produit éco-responsable, c'est quelque chose qui est défini, qui est cadré tout le monde. Et aussi, ça permet de crédibiliser votre démarche. Sinon, les choses, elles flottent, il n'y a pas de cadre et ça ne fonctionne pas. Donc, ça permet de bien guider les équipes et de crédibiliser la démarche. Mais encore une fois, on fait ça en s'appuyant sur des bonnes pratiques du marché. Et enfin, dernier point, la notion de mesure. C'est extrêmement important d'être en capacité d'avoir des indicateurs clés performance. Ça permet déjà de faire un état zéro de référence, c'est-à-dire de faire un instant T, comment je me situe par rapport à ma définition de produit éco-responsable et de matière éco-responsable, où est-ce que j'en suis. Je vais vouloir le voir, encore une fois, en top-down et au bottom-up, au niveau de mes familles de produits, mais aussi au niveau matière, au niveau de catégorie de produits. Donc, où est-ce que je me situe? Et au fur et à mesure qu'on va mettre des choses en place avec des objectifs et des jalons, on va pouvoir dire quelle est ma performance pour voir justement l'évolution de la performance RSE. Ça permet déjà, de motiver les équipes, parce que c'est assez... ça demande du temps des équipes de pouvoir mettre en place une démarche de RSE, notamment sur la partie produits et matières. Donc, c'est important qu'à un moment donné, ils voient le bénéfice du travail qu'ils ont accompli, et ça permet aussi d'apporter des preuves. Donc, extrêmement important aussi par rapport au marché. Donc, cette notion de mesure, elle est aussi tout à fait fondamentale. Sur la partie chaîne d'approvisionnement, on est à peu près sur la même logique au niveau de la méthode, en fait. Là, c'est pareil, avoir une connaissance et une compréhension claire de vos approvisionnements, notamment par matière, parce qu'effectivement, si on a une filière coton ou une filière cuir, notre chaîne n'est pas du tout la même. On va commencer par un éleveur avec le cuir, on va commencer par un cotonculteur au niveau du coton. Et toute la chaîne ensuite suit n'est pas la même. Donc déjà, avoir une bonne compréhension de quelle est la chaîne d'approvisionnement qui va avec chaque matière. On se rend compte, nous, chez nos clients, que les personnes n'ont pas forcément cette compréhension-là. Et donc, par conséquent, n'ont aucune notion des impacts derrière et des risques. Donc, on a cette bonne compréhension. Là aussi, ça permet d'avoir cette démarche stratégique top-down et bottom-up. Donc, je vous ai parlé des différentes matières. C'est aussi, par exemple, est-ce que vous faites que du produit fini? Est-ce que vous avez aussi du produit à façon? Quels sont les rapports entre les deux? Là, c'est pareil, si vous faites du produit à façon, ça veut dire que vous maîtrisez votre matière, donc votre rang numéro 2. Est-ce que vous avez un agent ou plusieurs agents dans votre chaîne d'approvisionnement? Parce que si vous avez des agents, un agent potentiellement peut avoir plusieurs fabricants derrière lui. Donc, soit votre agent vous apporte un écran supplémentaire dans votre chaîne d'approvisionnement, soit au contraire, c'est votre meilleur allié sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour que lui aille chercher les informations de votre chaîne d'approvisionnement. Et donc, vous permettre d'avoir une bonne connaissance et compréhension de vos approvisionnements. Le deuxième point, c'est donc de cartographier votre chaîne. Donc, déjà de commencer par les risques pays. J'entends risques, les risques sociaux et les risques environnementaux par pays. Je vous donne un exemple. Risque environnemental en Chine. On sait que la Chine, elle produit majoritairement son électricité à partir du charbon. Donc, on sait que c'est très émetteur de gaz à effet de serre. Donc, la Chine, en risque environnemental, on a un risque important au niveau du réchauffement climatique. Donc, on cartographie la chaîne de façon générale, déjà, en fonction des risques pays, là où je suis située. Ensuite, là également, où sont mes volumes dans ma chaîne d'appro? Est-ce que j'achète majoritairement? Est-ce que c'est plutôt bien réparti? Est-ce que c'est plutôt, j'achète beaucoup en Chine ou dans d'autres pays, ou le Bangladesh par exemple? Et ensuite, une fois que j'ai cette compréhension-là par zone, par pays, par fournisseur, je vais pouvoir prioriser, mettre en place mon plan d'action et prioriser et budgétiser mes audits. Parce qu'effectivement, quand
quand on a des pays où on identifie du risque, le point, c'est pas de dire on arrête de travailler avec ces pays-là, c'est pas le sujet. Le point, c'est de dire comment je fais en sorte de sécuriser et de mieux travailler avec ces pays-là. Donc, je vais faire des audits, je vais les prioriser en fonction, encore une fois, de mes volumes, toujours dans mon approche top-down et bottom-up, et je vais aller dans une démarche de partenariat versus de la relation transactionnelle, évidemment. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à mettre en place des audits dans notre chaîne d'approvisionnement, on ne va pas changer de fournisseur tous les 4 matins. Donc, on est vraiment dans une logique de partenariat, plus que de relation transactionnelle. Tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, on prend position là aussi. Mon point, ce n'est pas de dire de ne pas travailler avec des pays à risque. Mon point, c'est de dire je suis conscient des risques que j'ai et donc je fais en sorte de les maîtriser et de mettre en place des actions, des achats responsables pour maîtriser mes risques. Là aussi, je forme mes équipes de la même façon que tout à l'heure. On explique, on donne les moyens aux équipes, on les guide et on mesure de la même façon. En résumé, on a une vision claire de son business. Donc, la RSE, ça va prendre du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la motivation des équipes, et ça coûte aussi. Il faut donc cibler ces actions là où on a des impacts pour aller chercher de la performance RSE. Donc, on est stratégique dans notre démarche. Former ces équipes, définir les sujets et mettre en place les processus. Donc là, l'idée, c'est qu'on a des sachants avec nos équipes qui ont un guide de travail, un guide pour leur travail quotidien qu'ils réalisent dans un processus plus global qui fonctionne. Donc, puisque la RSE, c'est transverse, on n'a pas que les équipes produits qui sont concernées, ni que les acheteurs, on a aussi la DSI, on a aussi la com, et tout ça, ça doit bien travailler, tous ces services doivent travailler ensemble dans un processus commun. Enfin, mesurer les actions et définir les cibles et les jalons pour pouvoir mesurer la performance avec des objectifs pour motiver vos équipes et aussi apporter des preuves. Apporter des preuves, c'est très important pour pouvoir communiquer derrière. Et là, donc, vous avez donc les 4 critères de l'autodéclaration selon la norme ISO 14021, qu'on retrouve un peu ce que je vous explique depuis plusieurs minutes. Donc, les critères d'une bonne communication, qu'elle soit volontaire, interne ou externe, ou qu'elle soit obligatoire, l'important, c'est d'avoir une communication qui soit claire. Et donc, pour qu'elle soit claire pour les autres, il faut qu'elle soit claire pour vous. Donc, je reviens sur mon point initial de dire il faut que vous ayez une vision claire de votre business et précise. Votre communication doit être exacte, d'où l'importance d'avoir des chiffres et des indicateurs clés de performance. Elle doit être non trompeuse, d'où l'importance de bien définir vos sujets. Je vous parlais tout à l'heure de définir qu'est-ce qu'un produit éco-responsable, qu'est-ce qu'une matière éco-responsable, en s'appuyant sur les bonnes pratiques du marché. On ne trompe pas la personne envers qui on communique. Et enfin, pertinente, on va communiquer sur les sujets qui ont un impact fort. Si vous avez une catégorie de produits qui représente rien du tout dans votre chiffre d'affaires, même si c'est là que vous avez fait une bonne performance, c'est peut-être pas pertinent de communiquer là-dessus en priorité, parce que c'est pas significatif dans votre business et donc dans votre impact. Voilà assez succinctement voilà ce que je voulais un peu le retour d'expérience que je voulais vous faire sur la RSE dans la mode. Donc, on va peut-être passer aux questions, s'il y en a. Je vois que j'ai légèrement débordé. Je vais revenir peut-être sur la présentation. Alors, Mélissa, est-ce qu'il y a eu des questions? Non, pour le moment, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Remarque. Alors, qu'est-ce que l'approche bottom-up et top-down? Alors, donc, l'approche bottom-up et top-down, c'est d'un côté, on part effectivement du haut, c'est-à-dire de mes grandes masses. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on va avoir plusieurs familles de produits. Par exemple, vous allez faire, je ne sais pas, de la femme et de l'enfant. Donc, vous avez une répartition de votre chiffre qui va se faire entre ces deux familles. Très bien. Et ensuite, on va avoir une approche plus fine où on va partir plus précisément de chaque catégorie de produits et on va faire en sorte de réconcilier un peu ces deux approches, une approche très détaillée et très fine
voilà, du business et une approche plutôt grande masse. Et ça permet justement d'avoir une stratégie à la fois grande masse et détail pour pouvoir réconcilier les deux à un moment donné et avoir une approche très stratégique. Alors, les demandes des clients sont-elles typées en fonction du profil de l'entreprise? Alors, comme je vous le disais en introduction, on travaille à la fois sur du mass market et sur du luxe. On travaille aussi à la fois sur de la maro que sur du prêt-à-porter ou de l'accessoire. En fonction des différents métiers, on va avoir des problématiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, vous parlez du cuir ou des pièces métalliques, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques que dans le prêt-à-porter. Ceci étant dit, le retour que je viens de vous faire, ça fonctionne pour tout en fait. Parce que qu'on soit dans du mass market ou du luxe, qu'on soit dans de la maro ou qu'on soit sur même de la bijouterie ou autre, on a quand même toujours nos deux éléphants dont je vous parlais, qui sont les impacts de nos produits et notre chaîne d'approvisionnement. Et en fait, l'approche assez pragmatique que je vous ai décrite, elle fonctionne. Alors, pourriez-vous développer le sujet de la surconsommation et de la responsabilité des marques? Y a-t-il de la législation en cours? Alors, effectivement, en fait, on a nous, on a deux problématiques majeures dans la mode. On a la surconsommation et la surproduction. L'un nourrissant l'autre. Donc, il y a effectivement sur la partie surconsommation précisément, il y a évidemment une responsabilité des marques, puisque quand on est dans ce tourbillon de renouvellement des collections permanentes, d'avoir des collections pléthores, parce que nous, on a des clients effectivement qui nous expliquent qu'ils vont avoir peut-être 2 ou 4 collections il y a une petite dizaine d'années, qui maintenant sont passées à peut-être une dizaine de collections à l'année, voire plus. À partir du moment où on entre dans ce tourbillon-là, nécessairement, on se retrouve à avoir une proposition qui est extrêmement importante et qui est trop importante, qui va pousser à la surconsommation. Donc, en effet, il y a une responsabilité des marques de travailler déjà dans sa structure de collection et donc de pouvoir justement être plus ciblé et moins pléthore dans sa proposition. Existe-t-il des entreprises qui acceptent d'ores et déjà de moins produire avec de la seconde main en parallèle? Alors, c'est vrai que la notion de moins produire peut faire peur initialement quand on entre dans une démarche, parce que on se dit, mon Dieu, c'est la décroissance, mon entreprise va péricliter. Donc, ça peut être de but en blanc, ça peut être une démarche qui fait peur. Pour autant, nous, on insiste beaucoup là-dessus chez Pando, de parler déjà de la démarche des petits pas et de la démarche d'hybrider son modèle économique. Donc aujourd'hui, les marques de mode, elles sont beaucoup dans je vends du neuf. Elles font 100% de leur chiffre d'affaires en vendant du neuf. Et en fait, la notion d'hybrider son modèle, c'est de pouvoir se dire à un moment donné, je vais aussi vendre de la seconde main. Je vais peut-être aussi louer des vêtements, à l'instar de Petit Bateau, par exemple, qui d'ailleurs annoncent qu'ils ont pour objectif d'avoir 30% de leur chiffre d'affaires sur la seconde main et la location à horizon de 2020. On est typiquement dans cette notion de je vais moins produire de neuf et je vais pour autant maintenir une rentabilité économique de mon entreprise parce que je vais aller chercher des relais de croissance autres, notamment à travers la seconde main et la location. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont très importants. Accompagnez-vous des clients dans une démarche ISO 26000 d'économie circulaire? Alors oui, tout à fait, tout ça. ISO 26000, économie circulaire, éco-conception, tout à fait. Alors l'ISO 26000, c'est un guide. Donc nous, on l'utilise beaucoup chez Pando dans notre travail quotidien parce que c'est vraiment une méthodologie qui est extrêmement intéressante. On forme aussi certains de nos clients, notamment quand on a des montées en compétences sur des personnes qui veulent vraiment prendre des fonctions de responsable RSE, par exemple, dans les équipes, dans leur entreprise. On est amené à former vraiment sur cette partie spécifiquement ISO 26000 qui permet un peu d'étoffer l'expérience ISO 26000, RSE, pardon. Après, tout ce qui est économie circulaire, éco-conception, absolument, ça c'est vraiment au cœur de notre activité pour accompagner les marques dans ces démarches. Alors, est-ce que vous avez du recul sur la teinture végétale comme alternative à la teinture pour réduire son impact?
Alors, je sais qu'il y a un webinaire là-dessus, là, qui va arriver. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Élodie, est-ce que tu as peut-être de l'information là-dessus à partager sur les teintures végétales? Stéphane, je parle à aux deux autres consultants qui sont chez Pando, à partager. Alors, je n'ai pas de retour. Donc, c'est Pauline qui nous a demandé ça. On va regarder, Pauline, je reviendrai vers vous. Pour moi, il n'y a pas encore aujourd'hui beaucoup de recul, mais je ne voudrais pas dire de bêtises là-dessus. Alors, il nous reste, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Évidemment, le sujet est vaste. N'hésitez pas à rester en contact avec nous sur les réseaux, sur LinkedIn. On fait d'autres webinaires, on poste pas mal de choses, des articles de blog. Même sur notre site internet, on met pas mal d'articles, pas mal de ressources sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à les voir. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci et bonne fin de journée.